Nous l'avons entendu ce matin par extrait interposé, quand j'ai lu, histoire d'ouvrir en beauté cette journée, quand j'ai lu un extrait du Voyageur et la Tour. Et nous allons maintenant l'entendre en chair et en os. Donc, écrivain, romancier et essayiste, Alberto Manguel est le conférencier tout indiqué pour clore la réflexion poursuivie tout au cours de cette journée. Plusieurs d'entre nous se souviennent d'avoir lu avec bonheur son Histoire de la lecture, paru chez Actes Sud Le Méac, comme tous ses livres traduits en français. Et le plus récent, donc je l'ai dit, ce matin j'en ai lu un extrait, c'est Le Voyageur et la Tour qui s'attarde à deux puissantes métaphores de la lecture, donc la tour d'ivoire et le voyageur, donc le livre comme un voyage et le lecteur comme un pèlerin qui entreprend un voyage. Donc ce sont deux métaphores qui ont connu plusieurs avatars au cours de l'histoire de l'humanité. La conférence que nous allons entendre dans un instant s'intitule « Pouvoir du lecteur », pouvoir avec un S, le pluriel s'impose, comme vous allez le constater dans un instant. J'ajoute que Le Méac a publié un tiré à part de cette conférence que vous allez, parce qu'elle est inédite, que vous allez retrouver à la sortie, et ça va vous permettre de prolonger par la lecture la réflexion que nous entendrons maintenant. Et Alberto Manguel se fera un plaisir de dédicacer votre exemplaire, là, si vous le souhaitez. Et puis à noter, certains d'entre vous l'auront remarqué, il y a une table à la sortie, là, pas à la sortie, mais dans la salle à côté. Donc cette table est préparée par son éditeur, Le Méac. Donc ce sont les ouvrages d'Alberto Manguel qui sont présentés. Le Voyageur et la Tour est traduit par Christine Leboeuf, parce qu'ils sont traduits en français. Alors, vous pourrez en prendre connaissance afin de prolonger encore une fois le propos que nous entendrons maintenant. Alberto Manguel, nous vous merci de venir nous retrouver sur scène. Voilà, merci, on va l'applaudir. Alors, nous sommes très, très contents de vous recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'ALQ. Et puis, la parole est à vous. Merci, je suis ravi d'être ici parmi vous. Vous savez, parmi les gens du monde, les libraires sont parmi mes préférés. Donc, j'aurais voulu être libraire. Adolescent, j'essayais. Et le goût du métier m'est resté en dépit de toutes les difficultés que vous éprouvez. Mais je crois qu'il n'y a pas de plaisir sans difficulté. Donc je vous parlerai aujourd'hui des pouvoirs du lecteur, pouvoir au pluriel. Et je commencerai par le livre, bien sûr. Le livre est une créature dont la vie dépend de la volonté des trois magiciens, l'auteur, l'éditeur et le libraire, qui tous trois partagent un rôle essentiel, celui du lecteur. Le livre lui-même n'existe qu'en potentia jusqu'à ce qu'il soit ouvert. Il y a des métiers qui peuvent être accomplis au singulier. L'astronome n'utilise que son télescope pour scruter les étoiles. L'ermite ne fait appel qu'aux corbeaux et aux pierres pour être divinement seul. Le suicidé n'a besoin que de lui-même pour remplir sa dernière tâche. Mais la plupart de nos beaux métiers se font à deux. Le médecin et son malade, le voleur et sa victime, l'éditeur et son auteur, le libraire et son public. L'auteur meurt en couche. Dès que le livre est fini, il disparaît et ne peut pas revenir pour plaider auprès des lecteurs de son enfant. Soyez gentils avec lui, il est moche me câlin. Peu d'auteurs ont le courage de Pierre Bonnard qui allait en cachette au Louvre, sortait ses pinceaux et essayait de retoucher un de ses tableaux avant d'être arrêté par les gardiens. Mais l'auteur peut se métamorphoser en lecteur, ouvrir le livre qui porte son nom sur la couverture
et le parcourir d'un œil nouveau. Parfois, l'œuvre arrive à le surprendre. L'éditeur, qui dans le monde ancien était aussi libraire, lit le manuscrit, donne son jugement, matérialise l'œuvre qui, comme à la messe des morts, s'offre au regard du public corps présent, mais nous osons l'espérer, esprit présent aussi. L'éditeur met le livre au monde une deuxième fois. Le libraire, qui dans le monde ancien était aussi éditeur, est le passeur du livre, un juge-lecteur, qui décide ce qu'il offrira au public selon ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Dans le meilleur des cas, le libraire donne au livre, habillé, maquillé et coiffé par l'éditeur, une vie de société et choisit pour lui son futur entourage. Le libraire offre au livre sa troisième mise au monde. Être éditeur est un métier très ancien, bien qu'au commencement, il n'existait pas d'éditeur. L'écrivain écrivait ce qu'il voulait communiquer sur un morceau de glaise, le lecteur saisissait le morceau de glaise et lisait, c'est tout. En un simple rituel, temps et espace étaient éliminés. L'écrivain pouvait se trouver à des kilomètres du lecteur, le lecteur à des siècles de l'écrivain. Le texte était toujours là et demeurait dans un état d'animation suspendue jusqu'à ce que la volonté du lecteur lui redonne la vie. Le saint patron de cet échange est Lazare. Et pourtant, il se peut que les premiers poètes qui dessinaient leurs œuvres sur le mur d'une caverne en Dordogne sollicitaient les services d'une âme généreuse pour imprimer leur gribouillage sur d'autres murs et acquérir une renommée au sein d'un public chasseur de mammouths. Il est sûr que déjà chez les Sumériens, il y eut des spécialistes qui faisaient copier sur des tablettes d'argile les vers de l'auteur de Gilgamesh. S'ils n'étaient pas des vrais éditeurs, ils étaient sûrement les ancêtres des éditeurs. Les libraires aussi ont leurs ancêtres. En Égypte, les prêtres qui vendaient des exemplaires du livre des morts aux parents des décédés dans leurs kiosques au seuil des temples étaient des proto-libraires. Il est fort probable qu'aucun d'eux n'a fait fortune. Nul monument nous est parvenu à la mémoire d'un éditeur ou d'un libraire. La relation d'un éditeur avec son auteur et d'un auteur avec son éditeur est à la fois passionnelle et professionnelle. L'éditeur est, ou devrait être, le confident des péchés de l'auteur, son premier lecteur, son conseiller amoureux, son banquier, son bibliothécaire, son veille-à-tout. L'auteur est le fils adoptif de l'éditeur, son invité d'honneur, son ami intellectuel, son désespoir de cause. La relation d'un libraire avec son public est un peu différente. Le libraire est ou devrait être au service de son public, un peu à la manière de Jacques le Fataliste, en le conseillant, en le guidant, en lui procurant des compagnons pour le lit. Le libraire est maître, Cicérone, Macro. Le public est son élève, son protégé, son compagnon de route. Libraire et éditeur ont une fonction partagée, celle de servir l'écrivain et le lecteur, de fournir au premier la multiplication et la distribution de son œuvre et au second un objet à consommer.
Si leur tâche est créatrice, c'est dans le cadre de ces activités, reproduction, distribution, fourniture. Parfois, cette fonction va plus loin. Les bibliothécaires d'Alexandrie, par exemple, adoptant le rôle d'éditeur, s'attellèrent à une édition d'une œuvre d'Homère en collationnant différentes versions dans le but de réaliser quelque chose qui, à leur avis, correspondait à l'original. Nul doute que certains libraires et éditeurs aiment les livres qu'ils manipulent. Nul doute que quelques-uns d'entre eux sont aussi écrivains à leurs moments perdus. Nul doute que nombre d'entre eux, comme les bibliothécaires d'Alexandrie, sont des ardents lecteurs. Mais pour la majorité, les métiers d'éditeurs et de libraires sont devenus, de nos jours, purement commerciaux. Les modèles économiques appliqués depuis la révolution industrielle à la plupart des technologies et de diverses formes de commerce qui consistent à produire au prix le plus bas possible en vue du plus gros bénéfice possible a atteint vers la fin des années 1800 le domaine du livre. Avec un tel objectif, la plus grande partie de l'industrie du livre, surtout dans le monde anglo-saxon, a donné naissance à des équipes de spécialistes chargés de déterminer quel livre produire en se fondant sur une prévision prétendument mathématique des ventes de chacun d'entre eux. Du stratège en marketing éditorial à l'acheteur pour les grandes enseignes de libraires, et aussi moins conscients sans doute de leurs responsabilités, les éditeurs et les écrivains qui enseignent la création littéraire, presque tous les participants de l'industrie du livre sont devenus, dans une large mesure, les éléments d'une chaîne de production d'artefacts destinés à un public qui n'est plus constitué de lecteurs au sens traditionnel, mais des consommateurs. Certes, beaucoup de ceux que l'amour des livres a poussé à entrer dans cette industrie sont restés obstinément fidèles à cette vocation, mais ils l'ont fait en dépit d'une forte incitation de la part surtout des grands groupes éditoriaux à considérer le livre avant tout comme un objet vendable. Bien qu'il existe évidemment des éditeurs et des libraires qui ont réussi à maintenir leur intégrité littéraire, de plus en plus des décisions sont soumises aux services commerciaux et aux acheteurs des grandes enseignes. Et il en résulte que autocensure critique et considération commerciale s'introduisent de plus en plus fréquemment dans le domaine du livre. Les stratégies de l'industrie sont flagrantes et autoréférentielles. Dans Le diable s'habille en Prada, la version cinématographique de l'un de ses livres produit selon le modèle spécifique, le modèle du chick lit, et commercialisé en conséquence, la méchante protagoniste Miranda Priestley, grande prêtresse de la mode, déclare à l'innocente héroïne qui refuse de se plier à la mentalité mode que la couleur de la tenue qu'elle porte, achetée certainement dans un quelconque supermarché, est le résultat d'une campagne soigneusement planifiée la saison précédente. Ce qui revient à dire que les dictats du dogme commercial sont faits de manière à imprégner si profondément le tissu de la société que par un fil ne leur échappe et que même si consciemment nous refusons de suivre la mode du jour, nous deviendrons néanmoins esclaves du système.
C'est là une vérité qui se confirme elle-même. Non contente de fabriquer ce dogme, l'industrie du livre veille aussi à ce que très peu de place soit accordée à quoi que ce soit d'autre. Les grandes enseignes de librairie vendent au plus offrant l'espace de leurs vitrines et de leurs tables, de sorte que ce qu'on voit, de sorte que ce que voit le public, c'est pourquoi l'éditeur a payé. Par conséquent, des piles de best-sellers annoncés occupent la plus grande partie de l'espace matériellement disponible, tous assortis tels que des œufs d'une date limite de vente, implicite, qui assure la continuité de la production. Les suppléments littéraires, contraints par une politique d'ensemble de la presse de s'adresser à des lecteurs supposés peu avertis, accordent de plus en plus d'espace à ces mêmes ouvrages de type fast-food, suscitant ainsi l'impression que les livres fast-food sont aussi valables que n'importe quel classique démodé, ou que les lecteurs ne sont pas assez intelligents pour apprécier la bonne littérature. Ce dernier point est capital. L'industrie doit nous éduquer en bêtises, car les lecteurs ne naissent pas bêtes. Au contraire, nous venons au monde en tant que créatures intelligentes, curieuses et avides d'apprendre. Il faut un temps considérable ainsi que des immenses efforts individuels et collectifs pour amortir et finalement étouffer nos capacités intellectuelles et esthétiques, notre perception créatrice et l'usage que nous faisons du langage. Le paradoxe, c'est que c'est précisément cette richesse naturelle du langage qui permet qu'il soit coopté, réduit à un dogme, ou au contraire qu'il s'épanouisse dans la littérature. Le caractère communautaire du langage, tel qu'il est perçu, son lot supposé de signification, les effets cumulatifs engendrés par ces interprétations successives, expose un texte à toutes sortes de jugements. Tout grand livre incorpore dans ses pages la totalité des lectures antérieures, de sorte que, après une première incursion, Dr. Jekyll et Mr. Hyde désamorce l'effet de surprise de son propre dénouement, assimile sa conclusion à son début, se réécrit dans l'esprit du lecteur, assorti d'une masse de commentaires et de gloses nés depuis sa première publication. Si bien que nous ne pouvons plus lire le Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Stevenson, mais le Dr. Jekyll et Mr. Hyde qui ont lu les contemporains de la reine Victoire, le public pré- et post-freudien, les modernistes et les postmodernistes, ainsi de suite jusqu'à dans l'avenir. La seule façon de mettre un terme à la progression géométrique de cette lecture consisterait à figer le texte d'autorité en un seul moment, en déclarant comme s'il s'agissait du Verbe divin que sous peine de quelque châtiment terrible, nulle variation ne sera autorisée. Mais au lieu de promouvoir des ouvrages amples et profonds, l'industrie contemporaine crée en majorité des objets unidimensionnels, des livres qui ne sont que surface et n'offrent au lecteur nulle possibilité d'exploration. C'est pour tout cela qu'en dépit de ces contraintes, une société du livre, si elle veut survivre non seulement en chair mais en esprit, doit trouver des moyens de défendre les droits des lecteurs, de lutter
pour nous rendre conscients de nos immenses pouvoirs. Mais en quoi consistent ces pouvoirs? Qu'entendons-nous par les pouvoirs du lecteur? Voyons. Pour des raisons encore mystérieuses et qui peut-être paraîtraient banales si elles étaient révélées, en l'an 8 de notre ère, le poète Publius Ovidius Naso fut banni de Rome par l'empereur Auguste. Ovide, ces trois noms ramenés à un seul par des siècles de lecteurs assidus, finit ses jours dans un village retiré de la côte ouest de la mer Noire, s'élanguissant de Rome. Il avait été au sein des saints de l'Empire, ce qui en ce temps-là voulait dire le monde. Être banni, c'était pour Ovide sentence de mort, car il ne pouvait concevoir la vie ailleurs que dans sa cité bien-aimée. En croire Ovide lui-même, la cause de ces châtiments impériaux trouvait ses racines dans un poème. Nous ignorons ce qui étaient les mots de ce poème, mais leur pouvoir était suffisant pour terrifier un empereur. Depuis la nuit des temps, nous savons que les mots sont des dangereuses créatures. À Babylone, en Égypte, dans la Grèce antique, celui qui était capable d'inventer et de transcrire des mots, celui que les anglo-saxons appelaient « the maker », le faiseur, était considéré comme aimé des dieux, des élus à qui l'on avait conféré le don d'écrire. Le rôle du lecteur dans le domaine du mot écrit est d'une telle importance que dans l'antique Mésopotamie, on appelait scribes et non-lecteurs les privilégiés qui avaient acquis ce talent comme pour dissimuler aux foules leur principale et redoutable fonction. Parce que le lecteur a le pouvoir de révéler, de renouveler, de faire dévier un texte de ses lignes directrices originelles, il a longtemps inspiré la crainte aux sociétés alphabétisées. La lecture nous apprend à mettre l'autorité en question et à exiger une réinterprétation constante des règles traditionnelles. Selon Platon, dans une légende qu'il avait soit reprise, soit imaginée, l'art d'écrire était la création du dieu égyptien Thoth, lequel avait aussi inventé les mathématiques, l'astronomie, le jeu d'échecs et les dés. En offrant au pharaon son invention, Thoth avait expliqué que sa découverte apportait une méthode pour la mémoire et la sagesse. Mais le pharaon n'était pas convaincu. « Ce que tu as découvert, disait-il, n'est pas une méthode pour la mémoire, mais une aide à se remémorer. Et ce que tu offres à tes disciples n'est pas la vraie sagesse, mais uniquement son apparence. Car en leur parlant de nombre de sujets sans leur enseigner, tu leur donneras l'illusion de savoir beaucoup, alors que pour la plupart, ils ne savent rien et qu'ils sont remplis non de sagesse, mais de l'affectation de sagesse. En dépit du refus du pharaon, l'écriture est née en Mésopotamie il y a 5000 ans. Et depuis, différentes formes d'écriture ont évolué en des lieux différents et à des époques différentes.
Plusieurs millénaires après l'invention mésopotamienne, les peuples proto-incas du Pérou marquaient des haricots de points ou des lignes pour envoyer leurs messages. En Amérique du Nord, les Iroquois avaient mis au point un système de communication à l'aide de motifs tissés dans leur ceinture wampum. Les aborigènes australiens, quant à eux, gravaient sur des bâtons des marques que les lecteurs traduisaient en mise en garde ou en information. D'autres formes d'écriture étaient plus aléatoires. Hérodote raconte qu'un roi Scythe envoya à Darius un oiseau, une souris, une grenouille et 7 flèches. En fonction de l'interprétation du lecteur, le message était soit une offre de reddition, la souris représentait les Scythes, la grenouille leur roi, l'oiseau leurs chevaux et les flèches leurs armes, ou l'expression d'un défi, les flèches tueraient les Perses s'ils ne se cachaient pas comme des souris, ne s'envolaient pas comme des oiseaux ou ne sautaient pas dans l'eau comme des grenouilles. C'est dans tous les cas, jusqu'à un certain point, le lecteur qui crée la signification d'un texte. Plus le champ sémantique du code partagé est étroit, plus sa lecture se rapproche de l'intention du message. Nul autre point n'est nécessaire. Mais quelles sont les conséquences d'un tel pouvoir? Comment la lecture a-t-elle un effet sur la société au sein de laquelle elle se produit? Depuis toujours, les écrivains et lecteurs débattent de cette question. La lecture a-t-elle un véritable effet sur une société, quelle qu'elle soit? En d'autres termes, la lecture joue-t-elle un rôle dans la formation d'un citoyen? Certains, en accord avec Todt, croient que nous pouvons apprendre de ce qui a été écrit en lisant, en partageant l'expérience de nos prédécesseurs, en bénéficiant de la mémoire des siècles de connaissances. D'autres, prenant la partie du pharaon, disent avec le poète W.H. Auden que la poésie est sans effet, poetry makes nothing happen, que la mémoire conservée dans l'écriture n'inspire pas la sagesse, que nous n'apprenons rien du mot imaginé et que les temps d'adversité apportent la preuve de l'échec de l'écriture. Il est vrai que nous heurtons à la stupidité aveugle avec laquelle nous nous efforçons de détruire notre planète, à l'acharnement avec lequel nous nous infligeons la souffrance et l'infligeons aux autres, à l'étendue de notre avidité, de notre couardise, de notre convoitise, à l'arrogance avec laquelle nous nous pavanons parmi les vivants, nos semblables. Il est difficile de croire que l'écriture, la littérature ou toute autre forme d'art, à vrai dire, nous enseigne quoi que ce soit. Si après avoir lu des lignes telles que « l'ombre des absents est sans voix », nous sommes encore capables de telles atrocités, alors peut-être la littérature reste-t-elle inopérante. Nos systèmes éducatifs actuels refusent généralement de reconnaître la seconde moitié de nos interrogations. Guère intéressés par autre chose que par l'efficacité matérielle et le profit financier, nos établissements d'enseignement ne cultivent plus ni la pensée pour elle-même, ni le libre exercice de l'imagination. Écoles et collèges sont devenus des camps d'entraînement pour travailleurs qualifiés plutôt que des forums de questionnement et de discussion. Et les universités
ne sont plus les pépinières de ces questionneurs que Francis Bacon, au XVIe siècle, appelait des marchands des Lumières. Nous nous apprenons à demander combien cela coûtera-t-il et combien de temps cela prendra-t-il, au lieu de pourquoi. Un vrai éditeur, un vrai libraire, j'ose dire un vrai auteur, nous enseigne à demander pourquoi. En un sens, du moins, toute littérature est action civique, parce qu'elle est mémoire et demande pourquoi de maintes façons. Toute littérature conserve et protège quelque chose qui autrement disparaîtrait avec la chair et les os de l'écrivain. Lire, c'est revendiquer le droit de cette immortalité humaine, parce que la mémoire de l'écriture englobe tout et ne connaît pas de limites. Pris individuellement, les hommes ne peuvent se souvenir que de peu. Même des mémoires hors normes comme celle de Cyrus, roi de Perse, qui pouvait appeler chacun de ses soldats par son nom, ne sont rien comparés aux volumes qui remplissent nos bibliothèques. Nos livres sont les registres de nos histoires, de nos épiphanies comme de nos atrocités. En ce sens, toute littérature est testimoniale. Mais parmi les témoignages se trouvent des réflexions sur ces épiphanies et ces atrocités. Des mots qui offrent ces épiphanies en partage, des mots qui entourent et dénoncent les atrocités afin qu'il ne leur soit plus permis de se reproduire dans le silence. Ils nous apprennent qu'il est de choses meilleures, nous parle d'espoir, de consolation, de compassion et nous laisse entendre que nous sommes tous capables de ces choses-là. Nous n'atteignons pas tous ces buts et nous n'en atteignons aucun de façon permanente. Mais la littérature nous rappelle que ces choses existent, ces qualités humaines succédant à l'horreur aussi assurément que la naissance succède à la mort. Et elles nous définissent aussi. Certes, la littérature n'a peut-être pas le pouvoir de sauver quiconque de l'injustice, de la tentation de l'avidité ou des misères du pouvoir. Mais il doit y avoir en elle quelque chose de dangereusement efficace si chaque dictateur, chaque régime totalitaire essaye de s'en débarrasser en brûlant les livres, en les interdisant, en pratiquant la censure, en les taxant, en soutenant du bout des lèvres la cause de l'aptitude à la lecture, en insinuant que lire est une activité élitiste. William Blake, parlant de Napoléon dans un discours public, tenait ces propos. « Apprenons à Bonaparte et à tous ceux que cela concerne que ce ne sont pas les arts qui suivent et servent l'Empire, mais l'Empire qui sert et suit les arts. » Napoléon n'écoutait pas alors et les petits Napoléons de nos jours n'écoutent pas non plus. En dépit des milliers d'années d'expérience, les Napoléons de ce monde n'ont pas appris que leur méthode, en fin de compte, demeure sans effet et que l'imagination littéraire ne saurait être annihilée parce que c'est cette imagination-là et non celle de l'avidité qui est la réalité durable. Auguste a bien pu exiler Ovide parce qu'il savait, et il est probable qu'il ne se trompait pas, que quelque chose dans l'œuvre du poète l'accusait. Chaque jour, quelque part dans le monde, quelqu'un tente, parfois avec succès, d'étouffer un livre qui, ouvertement ou non, sonne l'alarme. Et l'un après l'autre, les empires s'écroulent et la littérature continue.
Nous savons que les lieux imaginaires que les écrivains et leurs lecteurs inventent au sens étymologique de découvrir perdurent parce qu'ils sont le monde réel, révélé sous son vrai nom. Le reste, comme nous devrions le savoir maintenant, n'est que ombre sans substance, matière à cauchemar qui disparaîtra sans laisser de traces optimatum. Je finis avec ceci. Dans la seconde partie de Don Quichotte, le duc dit à Sancho qu'en tant que gouverneur de l'île de Barataria, il doit en endosser l'habit, mi-homme de lettres, mi-capitaine, parce que dans cette île que je te remets, les armes sont aussi nécessaires que les lettres, et les lettres aussi nécessaires que les armes. En prononçant ce mot, les ducs non seulement réfutent la dichotomie classique, mais encore définissent les obligations de chaque gouverneur. Si nous donnons à l'un le sens d'action et à l'autre le sens de réflexion. Nos actions doivent trouver justification dans notre littérature et notre littérature doit témoigner de nos actions. Par conséquent, agir en citoyen, en temps de paix comme en temps de guerre, s'inscrit en quelque sorte dans le prolongement de notre lecture, puisque nos livres offrent la possibilité de nous guider dans l'exploration de l'expérience et de la connaissance d'autrui, nous donnant d'un futur incertain l'intuition et d'un passé immuable la leçon. Pour l'essentiel, nous n'avons pas changé depuis les débuts de notre histoire. Nous sommes les mêmes primates qu'il y a quelques millions d'années découvrirent dans un morceau de roche ou de bois des instruments de guerre, tandis qu'en même temps, ils imprimaient sur les murs des cavernes des scènes bucoliques de la vie quotidienne et la paume révélatrice de leurs mains. Nous sommes comme le jeune Alexandre qui d'un part rêvait de conquêtes sanglantes et de l'autre avait toujours sur lui les œuvres d'Homère décrivant la souffrance de la guerre et la nostalgie de l'Ithaque. Tout comme les Grecs, nous nous laissons gouverner par des individus avides et malsains pour qui la mort ne compte pas puisqu'elle n'arrive qu'aux autres. Et livre après livre, nous essayons d'exprimer notre conviction profonde qu'il ne devrait pas être ainsi. Tous nos actes, même les actes amoureux, sont violents. Et tous nos arts, même ceux qui décrivent de tels actes, contredisent cette violence. Notre monde existe dans la tension entre ces deux états. De nos jours, alors que nous assistons à des guerres absurdes qui nous sont imposées moins par un désir de justice que par la convoitise économique, nos livres peuvent nous aider à nous rappeler que la différence entre le bien et le mal, entre le juste et l'injuste, entre eux et nous, est beaucoup moins nette que les discours politiques veulent bien le faire paraître. La réalité de la littérature, qui à bout de compte contient le peu de sagesse qui nous est impartie, est intimement ambiguë. Elle existe dans un vaste spectre de tons et de couleurs, elle est fragmentée, toujours mouvante, et ne prend jamais complètement le parti de personne, si héroïque que paraisse le personnage. Dans notre connaissance littéraire du monde, nous sentons intuitivement que même Dieu n'est pas inattaquable, beaucoup moins encore que nos chers Andromaque, Parsifal, Alice, Candide, Bartleby, Gregor Samsa et Alonso Quijano.
Et en même temps, l'ambiguïté essentielle de la littérature n'est ni arbitraire ni confuse. Louant l'auteur arabe supposé de son histoire, Cervantes a ces mots. Le livre dépeint des pensées, met au jour des chimères, répond à des questions muettes, clarifie des doutes, résout des disputes et finalement révèle les atomes même du désir les plus mus par la curiosité. En temps de crise, qu'elle soit réelle ou fictive, pratiquement tout livre, tout vrai livre, peut également réaliser tout cela pour nous. C'est en cela qui doit résider notre espoir. Merci.